On dit qu'on se souvient plus de ce que les gens nous ont fait ressentir que de ce qu'ils ont dit, mais je me souviens exactement de ce qu'elle a dit ce jour-là. Nous étions à la maison du lac dans le Vermont. C'était en juillet. Pas trop chaud, juste assez de brise venant de l'eau pour empêcher les nappes de coller au bois. Le genre de temps estival qui vous fait croire que tout va bien. Ma mère, Joanne Jordan, venait de remplir à nouveau son verre de vin. Elle portait ses boucles d'oreilles préférées pour le lac des gouttes turquoises en forme de minuscules feuilles. Quand elle s'est levée et a tapoté le côté de son verre, j'ai pensé qu'elle allait dire quelque chose à propos de papa. Cela aurait fait 10 ans la semaine suivante. Ou peut-être qu'elle dirait quelque chose sur la famille, la solidarité, les choses habituelles. Mais non. Elle a regardé ma sœur Émilie et a dit « À la seule de mes enfants qui est restée loyale ». Il y a eu une pause, comme si la pièce n'avait pas encore assimilé. Puis sont venus les rires nerveux d'abord, puis francs. Mes cousins ont applaudi. Oncle Denis a poussé un sifflement. Émilie a souri, comme elle le faisait toujours quand les choses allaient dans son sens, un petit sourire, comme si elle ne voulait pas jubiler. Mais c'était tout comme. Je n'ai rien dit. Je suis resté là derrière le grill la pince dans une main, une serviette en papier dans l'autre. Je ne figurais sur aucune photo de cette journée, d'après ce que je pouvais voir. Quand tante June m'a demandé si je pouvais en prendre une d'elles, et des filles, elle m'a tendu le téléphone sans un second regard. Personne n'a remarqué quand je me suis éclipsé à l'intérieur. De retour dans le couloir, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai glissé le fichier dans la file d'attente de la présentation, derrière le diaporama familial qu'Émilie avait préparé. Personne ne savait que j'avais ajouté ma propre version. Personne n'a posé de questions. Quand je suis ressorti, ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Elle a souri comme si tout allait bien. Je lui ai souri en retour. « Tu te souviendras de cette journée », ai-je dit doucement. « Simplement pas comme tu le penses. » 10 minutes plus tard, j'ai lancé la vidéo. 20 minutes après, personne à table ne pouvait plus se regarder dans les yeux. Mon nom est Claire Jordan. J'ai 38 ans. J'enseignais l'anglais en classe de 8e dans le Connecticut. Aujourd'hui, je travaille en indépendante, je corrige des manuscrits, j'écris de petites choses pour de petits magazines. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai bâti quelque chose qui m'appartient discrètement et sans permission. Je suis l'aîné. Émilie a 3 ans de moins. Quand nous étions enfants, les gens disaient que nous nous équilibrions. J'étais la stable, les livres, les pièces calmes, les couchers tôt. Émilie n'était que mouvement pieds nus dans le jardin chantant à tue-tête, saignant de genoux, qu'elle ne prenait pas la peine de soigner. Maman Joanne riait quand Émilie interrompait le dîner pour montrer une pièce qu'elle avait écrite dans le garage. Elle applaudissait plus fort que tout le monde. Je me souviens de ça. Je me souviens de regarder son visage. Quand je ramenais des notes parfaites, elle hochait la tête. « Je n'ai jamais eu à m'inquiéter pour toi », disait-elle. Et puis elle se tournait vers Émilie, qui avait raté son examen de mathématiques, et la serrait si fort dans ses bras, comme si l'échec était en quelque sorte plus courageux que la réussite. Je pensais que c'était de l'amour, que ce dont nous avions le plus besoin déterminait la quantité que nous recevions. Je n'avais pas besoin de grand-chose, donc je ne recevais pas grand-chose. Cela avait du sens à l'époque, mais en vieillissant, ce genre d'amour ressemblait de plus en plus à un accord que je n'avais pas signé. Papa Mark Jordan était le silencieux. Un mécanicien qui construisait des bateaux pendant son temps libre. Il n'a jamais élevé la voix dans cette maison. Il n'était pas affectueux de la manière dont les gens écrivent des poèmes, mais il était présent à chaque concert de l'école, à chaque trajet tard dans la nuit, pour venir me chercher à la répétition. Il m'a dit un jour dans le garage, un hiver, qu'il aimait ma façon d'observer les gens. « Tu vois ce qui manque, Claire », a-t-il dit.
C'est un don. Ne laisse juste pas ça devenir un fardeau. Il est décédé il y a 10 ans. Une crise cardiaque silencieuse dans l'allée en déchargeant les courses. Après ça, la maison est devenue plus silencieuse à certains égards, plus bruyante à d'autres, et l'espace entre ma mère et moi, qui avait toujours été là, a soudain semblé permanent. Après la mort de papa, les choses ont vite changé. Émilie est revenue à la maison en moins de 3 mois. Elle disait avoir besoin d'être proche. Elle a ramené un nouveau petit ami avec elle, puis un autre, puis plus personne. Elle avait 28 ans et se cherchait encore, disait maman. Toujours fragile, toujours en train de guérir. Je vivais à 2 états de là, dans une petite ville près de Worcester. J'appelais. J'ai envoyé des fleurs ce premier Noël. J'ai fait la route pour le brunch de Pâques et j'ai découvert qu'elles avaient déjà mangé. Maman a balayé ça d'un geste de la main. Je pensais que tu ne venais pas. Tu ne confirmes jamais les choses. Ce n'était pas vrai, mais j'ai laissé passer. On apprend avec le temps quelles disputes ne sont que des retards déguisés en conversation. 1 an plus tard, le mariage d'Émilie s'est effondré. Je ne connais pas les détails. Un jour, il y avait des photos du mariage sur le réfrigérateur et le lendemain, une boîte en carton avec ses affaires près de la porte. Elle n'a pas beaucoup pleuré, elle a juste réintégré son ancienne chambre et a appelé ça une remise à zéro. Joanne l'a laissé faire, ne disant rien sur la voiture qu'Émilie avait cabossée dans l'allée ou les factures qu'elle avait oublié de payer. « La famille, c'est la famille », a-t-elle dit. Émilie a besoin de temps. Quand je suis venu en visite, mon ancienne chambre avait changé. Maman l'avait transformée en salle de couture du tissu empilé sur le lit des épingles, planté dans chaque coussin. « Oh, tu voulais encore dormir ici ?» a-t-elle demandé. « Je peux faire un peu de place par terre. » J'ai dormi dans un motel cette nuit-là. J'ai juste dit que j'avais beaucoup d'appels professionnels. Ce que je n'ai pas dit l'année dernière, j'ai payé une partie du toit de la maison du lac. J'ai envoyé de l'argent sans qu'on me le demande. Un cadeau discret. Pas une seule fois maman ne l'a mentionné. Mais quand Émilie a acheté des guirlandes lumineuses pour le patio avec la carte de Joanne, elle a eu droit à un dîner de remerciements. J'ai appris quelque chose sur l'invisibilité. Ce n'est pas seulement être exclu de la photo. Parfois, c'est se tenir dans le cadre en souriant et regarder le nom de quelqu'un d'autre apparaître sur la légende. Et lentement même, votre propre reflet commence à se brouiller. Ça a commencé par le rejet d'un courriel. Une petite revue de Nouvelle-Angleterre, à qui j'avais proposé un texte sur les filles qui disparaissent sous les yeux de tous, m'a répondu qu'ils avaient déjà reçu une soumission presque identique. Même prémisse, même formulation, même le titre. J'ai demandé des éclaircissements. Ils m'ont envoyé une copie. Le nom sur la signature, Monsieur Jordan. Je l'ai fixé pendant un long moment. Émilie n'écrivait jamais. Pas sérieusement. Elle tenait un journal sur ses ruptures et ses listes de courses. Elle avait un jour qualifié les points-virgules de « virgule chic ». Mais c'était là imprimée ma voix, portant son nom. Une semaine plus tard, j'ai perdu une place à une retraite d'écriture. Une amie de l'université m'avait invité des mois auparavant. Soudain, elle s'est désistée. Elle a dit que la retraite avait une réputation à protéger. Elle n'a pas voulu en dire plus. Ça n'avait aucun sens. Je n'avais jamais manqué une échéance, jamais rendu un travail bâclé. Mais quelque chose avait changé. Discrètement, subtilement. La même semaine, j'ai vu Émilie identifiée dans une publication de cette amie. Une soirée vin, des sourires, des bougies, nouvelle connexion. J'ai demandé à maman si elle savait quelque chose. Elle a cligné lentement des yeux comme si j'avais posé une question étrange. Émilie essaie juste de se faire connaître. Tu étais comme ça avant, tu te souviens?
Non, je ne m'en souvenais pas parce que je n'avais jamais eu ce genre de permission. J'ai commencé à réaliser jusqu'où l'écho portait. J'ai découvert que la conversation de groupe familial avait été renommée. Je n'en faisais plus partie. Quand tante June m'a demandé si je pouvais l'aider à relire le bulletin de son église. Émilie a répondu à ma place. Elle a envoyé mon ancien modèle. Elle a même utilisé mon paragraphe d'introduction. Je ne savais pas si je devais être en colère ou fatigué. C'était comme si j'avais laissé tomber mes clés quelque part dans une maison qui avait été la mienne. Et maintenant, chaque pièce était verrouillée de l'intérieur. Le pire n'était pas qu'Émilie prenait mes mots. C'était la facilité avec laquelle les gens autour d'elle croyaient qu'ils avaient toujours été les siens. C'était à la fin du printemps que j'ai conduit jusqu'au Maine, au chalet où vivait grand-mère Loès. Elle est décédée il y a 5 ans, mais la maison était restée dans la famille principalement vide, maintenant un endroit que nous gardions pour l'été, bien que personne ne vienne vraiment. J'avais besoin d'air d'un endroit qui ne sentait pas le vin éventé et la comparaison. Le chalet était tel que je m'en souvenais des plafonds bas, des rideaux pâles, une porte moustiquaire qui ne fermait jamais tout à fait. J'ai nettoyé le garde-manger, balayé la poussière des lattes du plancher, et je me suis retrouvé au grenier par accident en suivant un courant d'air qui s'est avéré être un loquet de fenêtre desserré. C'est là que j'ai trouvé la boîte. Elle était cachée derrière une pile de couettes d'hiver. Rien de spécial à l'extérieur, juste une boîte d'archives avec du ruban adhésif jauni. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photos, des reçus cassants. Je n'y aurais pas prêté attention si je n'avais pas vu le nom de ma mère dans l'écriture de grand-mère Joanne, juin 1979. Je me suis assise sur le sol du grenier et j'ai lu lentement, attentivement. Chaque lettre était adressée à la sœur de grand-mère Loïs, ma grand-tante Francis. Elles n'étaient pas dramatiques, ni même colériques, mais elles étaient honnêtes, d'une manière que je n'avais jamais entendue de la part de quiconque dans ma famille. « Joanne essaie avec Claire, mais je la vois s'éloigner », disait une lettre. « Elle veut créer un lien, mais c'est plus facile avec Émilie. Émilie est son miroir. Claire la confronte à des choses qu'elle n'a jamais affrontées en elle-même. » Une autre datée de 2 ans plus tard. « Claire est calme, oui, mais elle remarque tout. Je pense que cela déstabilise Joanne. Elle n'aime pas être observée à moins d'être prête à se donner en spectacle. J'ai lu ces lignes 5 fois. 6. Je n'ai pas pleuré. Ce n'était pas ce genre de moment, mais quelque chose de lourd en moi s'est débloqué. Au fond de la boîte se trouvaient de vieilles photos. Une de mon 5e anniversaire, Émilie au premier plan, avec du gâteau sur le menton, moi à moitié dans l'ombre à l'arrière. Puis la version originale, la même photo non recadrée. Je me suis regardé dans ce coin légèrement flou, mais toujours là. Ce n'était pas seulement Émilie qui avait réécrit les choses. Ça avait commencé bien plus tôt que je ne le pensais. L'invitation est arrivée par courriel, un de ces messages de groupe envoyés à trop de gens avec trop peu de détails. Objet réunion de famille. Jordan l'été au lac. C'était signé Amitié Joanne et Émilie, comme si c'était une association naturelle, comme si ces 2 noms avaient toujours organisé cet événement familial. Je n'avais pas été invité depuis des années, pas formellement. Je m'étais présenté une fois à l'improviste pour découvrir que le programme avait changé. Week-end, différentes listes d'invités différentes. Personne ne me l'avait dit. Mais cette fois, j'étais incluse presque comme s'ils avaient oublié de m'exclure. Émilie organisait le diaporama. Elle l'avait appelé « La famille au fil des ans ». Je lui ai envoyé un courriel pour lui demander si elle voulait quelques photos des anniversaires d'enfance, des voyages de camping avec papa, de vieux clichés de grand-mère Loïs à la plage. Elle a répondu 4 jours plus tard. « Je pense qu'on a ce qu'il faut. J'essaie juste de garder ça actuel. Tu sais comme les gens détestent les diaporamas trop longs. » Je n'ai pas répondu.
J'ai parcouru les photos de mon côté, me demandant quand mon visage avait commencé à ressembler au souvenir de quelqu'un d'autre. Maman a appelé 2 semaines avant la réunion. Elle a dit qu'elle était si contente que je puisse venir cette année. Émilie a vraiment fait tellement pour cette famille, a-t-elle dit. Elle a pris ses responsabilités d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis mordu la lèvre et n'ai rien dit. Je me demandais ce que signifiait prendre ses responsabilités. Utiliser mes mots, porteur ma voix, être vu. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose en moi, peut-être cette vieille partie qui gagnait des concours d'orthographe et restait tard pour nettoyer la salle de classe, voulait se présenter, les regarder tous dans les yeux et savoir au moins une fois que je n'avais pas disparu par choix. J'ai apporté mon propre diaporama, rien de dramatique, juste un fichier sur une clé USB glissé discrètement dans la file d'attente de la présentation. Je ne savais pas si je l'utiliserais. Je savais seulement que je devais être prête. Quand je suis arrivé cet après-midi-là, le lac scintillait comme toujours. La véranda était pleine de chaises pliantes. Le grill était déjà allumé. Ma mère m'a serré dans ses bras, comme si nous n'avions rien sauté, mais dans ses yeux, il y avait une lueur, quelque chose de répété. Je les ai surpris près du garage, Émilie et oncle Denis. Ils tenaient une bière dans une main et gesticulaient de l'autre comme s'il offrait des conseils qu'elle n'avait pas demandés. Elle souriait, penchait la tête, touchait légèrement son coude. Je n'ai pas entendu grand-chose, juste des fragments. Claire a toujours été délicate avec ce genre de choses. Elle prend les choses trop au sérieux. Tu sais comment elle est. C'en était assez. Oncle Denis m'a vu quelques minutes plus tard près de la glacière. Il n'a pas dit bonjour, il a juste hoché la tête, comme si j'étais quelqu'un avec qui il avait travaillé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un courriel. Le contact de l'éditeur qu'il avait promis de me présenter disparut. « Les choses ne se sont pas faites », écrivait-il. Ce n'est peut-être pas le bon profil, après tout. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai vérifié le calendrier familial partagé. Il y avait une note qu'Émilie avait ajoutée des semaines plus tôt. Aïe, demandé à Denis pour la proposition de Claire. Pas urgent. La maison du lac ne m'avait jamais semblé aussi petite. Les gens se frôlant dans les couloirs, riant trop fort, me passant des assiettes en carton sans me regarder dans les yeux. J'avais apporté des brownies. Personne n'y a touché. Maman flottait d'invité en invité avec ses boucles d'oreilles, du lac son verre à la main, souriant, comme si rien n'avait jamais besoin d'être expliqué. Quand elle est passée près de moi, elle s'est arrêtée juste assez longtemps pour dire « Tu as l'air fatiguée, chérie. Est-ce que tu dors assez ?» J'ai souri. J'ai dit « Oui. » Mais ce que je voulais demander, c'était ceci. Quand suis-je devenu une histoire qu'il se racontait à huis clos? Et combien de ces histoires commençaient par les mots « Tu sais comment est Claire ?» Le dîner a été servi sur de longues tables pliantes, garnies de chemins de table en lin et de fleurs sauvages, dépareillées. Quelqu'un jouait du jazz doux depuis une enceinte près des marches de la véranda. Le soleil était bas peignant, tout en or, comme s'il voulait nous faire croire que c'était une journée parfaite. Maman s'est levée lentement, son verre levé juste au-dessus de la hauteur de ses épaules. « Je voudrais prendre un moment, » a-t-elle dit, « pour honorer quelqu'un qui a été mon roc, mon aide, ma loyale. » Il y a eu un temps de silence avant qu'elle ne se tourne vers Émilie et ne sourie. À la seule de mes enfants qui est restée loyale. Applaudissements, rires, le grincement des chaises, alors que les gens se tournaient pour la regarder. Émilie a refait son sourire timide, celui qu'elle portait comme un doux insigne. Ses épaules se sont courbées vers l'intérieur, comme si elle ne s'y attendait pas, mais bien sûr que si.
je n'ai pas bougé. Tante June s'est penchée et m'a demandé de prendre une photo de la table. J'ai hoché la tête, j'ai levé son téléphone, j'ai appuyé sur le bouton. Puis je suis retourné à l'intérieur. La climatisation bourdonnait comme une respiration retenue. J'ai ouvert l'ordinateur portable près du bar, où le diaporama était en attente. La version d'Émilie était la première montée de manière fluide, pleine de visages radieux et de poses parfaites. Mon nom apparaissait une fois peut-être deux flous souriants à l'arrière-plan. J'ai ajouté le mien à la file d'attente discrètement, sans effacer le sien. 10 minutes plus tard, tout le monde a été appelé à l'intérieur pour un petit voyage dans le passé. Ils sont entrés réchauffés par le soleil et joyeux par le vin, les assiettes encore pleines. Les lumières se sont tamisées, l'écran a vacillé. D'abord le sien, des photos d'anniversaire, de remise de diplômes, de journées à la plage. Émilie riant, Émilie dansant. Maman la serrant dans ses bras. Papa présent, mais toujours sur le côté. Personne ne semblait remarquer ce qui manquait jusqu'à ce que le fichier change. Écran noir, puis Claire Jordan. Une autre histoire. Et en dessous. Parfois, ce qui est coupé est plus important que ce qui reste. Je ne les ai pas regardés. Je n'en avais pas besoin. Je me suis tenu au fond de la pièce et j'ai attendu. La première diapositive était familière, parce qu'il l'avait déjà vue. Mon 5e anniversaire. La version qu'Émilie avait utilisée la montrait au premier plan du gâteau étalé sur son menton, des confettis dans les cheveux. J'étais à peine dans le cadre. Mais cette fois, la photo complète est apparue non recadrée. J'étais assise sur le côté, tenant le couteau, celle qui avait coupé le gâteau. Mon nom était sur la bannière, pas le sien. Diapositive 2, une lettre numérisée et décolorée dans l'écriture de grand-mère Loïs. Ces mots ont rempli l'écran. Claire voit plus qu'elle ne dit. Joanne trouve ça déstabilisant. Je pense qu'Émilie est plus facile. Le silence s'est répandu comme un brouillard. Puis est venu l'audio faible au début, juste des voix par-dessus le grésillement d'un appel sur la véranda que j'avais enregistré il y a 3 mois. La voix d'Émilie parlant à oncle Denis. Claire pense toujours qu'elle est la plus intelligente. C'est un peu triste en fait. Elle n'a jamais réalisé qu'avoir raison n'est pas la même chose qu'être désiré. Des halètements 1 ou 2. Une main sur une bouche. Diapositive 4, le relevé de carte de crédit. Des débits d'une boutique à Portland, des réservations d'hôtel, des dîners pour 2. Tout sous mon nom, tout payé par moi. Mon ancien compte joint laissé ouvert et oublié jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne des identifiants. Ensuite, des photos d'événements familiaux, réunions anniversaires, mariages. Chacune avait été recadrée de la même manière. J'avais les originaux. Je les ai tous montrés, image par image, non manquant par non manquant. Au dernier rang, tante June a laissé tomber son verre. Quelqu'un s'est approché pour l'aider. Personne n'a rien dit. Et au centre de la pièce, Émilie était assise, figée. Ses mains étaient immobiles, ses yeux cherchant un signal, une réplique, une issue. Il n'y en avait pas. La dernière diapositive était simple. Une photo de moi et papa dans le garage, tenant un voilier en bois. Nous ne sourions pas, juste concentrés, les mains pleines de sueur et de silence. Et en dessous, certaines choses n'auraient jamais dû être effacées. J'ai laissé la pièce digérer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé le visage de ma mère. Je suis resté là, laissant le silence m'appartenir pour une fois. Quand les lumières se sont rallumées, personne n'a applaudi. Émilie s'est levée lentement. Sa bouche s'est ouverte, comme si elle voulait expliquer quelque chose, mais les mots ne sont pas venus. Ses mains planaient près de sa poitrine vide. Oncle Denis a détourné le regard. Tante June a chuchoté quelque chose à son mari et a quitté la pièce.
Seule maman était restée immobile, son verre à la main, le dos droit. Son visage était indéchiffrable de cette manière exercée que j'avais vue toute ma vie. Elle n'a pas prononcé mon nom, n'a pas demandé pourquoi j'avais fait ça. Elle a juste dit « Tu n'avais pas à l'humilier comme ça. Pas moi, pas nous. Juste elle. » Je l'ai regardée, vraiment regardée. Les boucles d'oreilles turquoises, le verre de vin qu'elle ne remplissait jamais, mais tenait toujours. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à nommer. Elle avait su pas tout peut-être, mais assez. Les débits, les pistes professionnelles qui s'évanouissaient, la façon dont je disparaissais des photos comme si j'avais été trop difficile à placer. Il ne s'agissait pas de loyauté. Pas vraiment. Il s'agissait de confort. Émilie ne posait pas de questions. Moi, si. Et poser des questions dans notre famille avait toujours été une sorte de trahison. Je ne l'ai pas fait pour l'humilier, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale, pas en colère. Juste vraie. Je l'ai fait parce que vous n'alliez jamais arrêter de faire semblant. Maman n'a pas répondu. Elle a tourné la tête vers la fenêtre où le lac scintillait dans le crépuscule naissant. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Un cousin. Puis un remue-ménage de chaises. Le charme s'est rompu, mais l'air est resté lourd. Je suis sorti avant le dessert. L'air était plus frais maintenant, et quelqu'un avait commencé à ranger les tables pliantes. Depuis la véranda, j'ai entendu Émilie pleurer, doucement de manière exercée. Je ne suis pas allé vers elle. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et j'ai roulé jusqu'à ce que le lac ne soit plus qu'un souvenir sonore, jusqu'à ce que même les pins semblent appartenir à quelqu'un d'autre. 3 jours ont passé avant que maman n'appelle. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Je l'ai écoutée 2 fois avant de l'effacer. Tu as compliqué les choses, Claire. J'aurais juste souhaité que tu gères ça différemment. Je te pensais plus forte que ça. Aucune excuse. Aucun « je ne savais pas ». Juste un transfert de blâme si fluide qu'on pourrait le manquer si on n'y prêtait pas attention. 2 jours plus tard, elle a envoyé un courriel. Une seule ligne. Malgré tout, je t'aime toujours. Malgré. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire qui n'avait pas déjà été enseveli sous des années de presque et de pas tout à fait? Émilie n'a jamais pris contact. Peut-être pensait-elle que le silence était la meilleure option. Peut-être croyait-elle qu'elle s'en sortirait encore indemne. Oncle Denis s'est désabonné de tous mes comptes. Tante June m'a envoyé un message qui disait simplement « Je n'en avais aucune idée. Je suis désolé. » Je ne savais pas si je devais la croire. 1 semaine plus tard, une petite boîte est arrivée sur mon paillasson. À l'intérieur se trouvait un cadre photo, le verre lourd de la bonne qualité. Pas de mots, juste une photo glissée à l'intérieur. C'était de nouveau moi et papa dans le garage. La même qu'à la fin du diaporama. Mais cette fois, quelqu'un avait nettoyé l'image, l'avait recadrée de près. Juste nos mains sur le bois, la sciure dans l'air. Pas de visage, pas de bruit. Juste le travail. Silencieux constant. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Peut-être était-ce maman. Peut-être quelqu'un d'autre. Mais il est maintenant sur mon étagère. Non pas parce que j'ai besoin d'une preuve, mais parce que j'ai besoin du rappel. Il fut un temps où j'étais vue. Pas expliquée, pas réécrite. Juste vue. Et peut-être que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. La photo de la réunion a été publiée 2 semaines plus tard. Quelqu'un m'a identifié, probablement par erreur. Je n'étais pas dessus. Il y avait une chaise vide, là où j'étais assise. Émilie s'était déplacée dans le cadre. Maman avait la main sur son épaule. Tout le monde avait l'air rassasié, le teint rougeaud comme s'ils avaient bien mangé. Je n'ai pas enregistré la photo. Je n'avais pas besoin de ce rappel. Ce dimanche-là,
J'ai fait un cobbler aux pêches maison. Ma cuisine sentait la cannelle et quelque chose qui ressemblait à du pardon. J'ai regardé le sirop bouillonner sur les bords et je n'ai pas pensé à qui d'autre le goûterait. Je l'ai mangé tiède, seul, dans une assiette ébréchée que j'avais depuis l'université. Pas de bougie, pas de toast. Juste moi. Il y a des choses que je ne récupérerai jamais des pièces, où je ne serai plus jamais invité, des histoires déjà réécrites trop de fois pour être démêlées. Mais il y a quelque chose de libérateur à savoir que je ne suis plus tenu de garder le silence juste pour maintenir la paix. Je ne sais pas ce que ma mère raconte aux gens maintenant. Peut-être que j'étais dramatique, sensible, trop intelligente pour mon propre bien. Peut-être que j'ai disparu, mais je n'ai pas disparu. J'ai simplement arrêté de me tenir dans des pièces où l'on prétendait que je n'étais pas là. Je suis parti avant le dessert. Je n'ai pas dit au revoir.